Le Guide de l'auto, une présentation d'Antirouille Métropolitain, recommandée par CA Québec. Qu'on les aime ou on les déteste, les camionnettes sont les véhicules les plus vendus en Amérique du Nord. Aujourd'hui, au Guide de l'auto, on vous propose une émission entièrement dédiée à ces fameux pick-up qui sont pour certains un outil de travail indispensable et pour d'autres un simple statut social. Les gars, si on revient là, dans la fin des années 70, le début des années 80, quand on a établi les normes de consommation aux États-Unis pour les véhicules de promenade, bien, les camions légers, c'était comme dans une catégorie un petit peu à part, avec raison, parce que c'est un véhicule qui consomme plus, mais aussi parce que c'était des véhicules qui étaient seulement pour travailler. Les constructeurs ont fait 1+1 très rapidement, puis se sont dit pourquoi qu'on ne commercialise pas ces véhicules-là avec plus de commodité, plus de technologie. Ce sont des véhicules payants, et puis bien, les gens vont les acheter. Alors, quand on arrive maintenant en 2026, on se rend compte que c'est rendu pas mal des véhicules de promenade parce que les études démontrent toutes que les gens qui achètent des camions, bien, la majorité, là, c'est pour se promener au quotidien plus que pour travailler. Évidemment, il y a toutes sortes de gens qui achètent des camionnettes. À la question qui se procure des camionnettes en Amérique du Nord, la réponse, c'est tout le monde. Ouais. Ça s'adresse à un très, très large éventail d'acheteurs. Et évidemment, bien, si tu vas au Texas, tu vas rapidement te rendre compte que c'est le véhicule familial moyen que papa, maman conduit, qu'on ait besoin d'une caisse ou non. Et puis, en dehors des grands centres, c'est un peu vrai aussi. Va-t'en en région, moi, je peux te dire que fiston joue au hockey et quand j'arrive à l'aréna, dans les Laurentides, bien, la majorité de ce que tu vois dans les stationnements, ce sont soit des VUS pleine grandeur ou des camionnettes pour tirer la poche de hockey dans la caisse. Mais évidemment, est-ce que tu as besoin de ça pour traîner une poche de hockey? C'est un peu comme tuer une mouche avec un 12, là. Mais ça fait partie, comme tu le disais, du statut social. Les gens adorent ça. Font face à une réalité, toutefois, qui est celle de la consommation d'essence et des coûts qui viennent avec, qui sont de plus en plus flagrants. Il y a une statistique, ou enfin une illustration qui est très, très frappante. C'est de voir l'évolution, par exemple, du Ford F-150 des années 70 à aujourd'hui. Et ce que l'on constate, c'est que la boîte ou la caisse du camion devient de plus en plus courte au fil des années et l'habitacle devient de plus en plus spacieux. Ouais. Donc ça te démontre clairement qu'effectivement, au début de l'histoire des camionnettes, c'était strictement des camions de travail, une seule rangée de sièges, il n'y avait pas de siège en arrière, et la fameuse boîte. Et le standard, c'était quoi? C'était la feuille de contreplaqué 4x8 ou la feuille de gypse 4x8 qui devait rentrer et que tu puisses fermer le camion comme ça. Aujourd'hui, c'est plus vrai. Parce que lorsqu'on voit des camions sur la route, tu vois souvent, évidemment, c'est les cabines doubles qu'on a appelées à l'époque. Les crew cabs. Exactement, aujourd'hui, les crew cabs, avec une boîte qui est nettement plus courte. Donc, encore une fois, il y a ça, la configuration du véhicule qui a évolué dans cet axe-là. Et je dirais aussi l'autre truc, c'est le facteur luxe. Parce que maintenant, tu as des camionnettes, certains modèles de camionnettes, certaines variantes sont aussi équipées qu'un véhicule de luxe avec siège en cuir, siège climatisé, ventilé, etc. Donc, tous les équipements que l'on retrouvait autrefois strictement dans les voitures de luxe ont été transférés justement à ces camions-là et ça a fait exploser aussi le coût de la facture. Pour parler de motorisation, parce qu'il y a beaucoup de motorisation dans chaque camionnette, on parle de la série F, les F-150, etc., mais aussi du côté chez GM. Ça l'a évolué, ça s'est multiplié, mais en même temps, ça n'a pas évolué tant que ça. Non, parce que ce que l'on voit maintenant, c'est le retour en force du V8. Ouais. On voit maintenant, là, surtout avec les nouveaux modèles qui s'en viennent sur le marché, avec des V8 d'encore plus grande cylindrée que ceux que l'on avait. Back. Exactement, tout ça. Donc, il y a ça qui est un facteur important. On a tenté l'électrique. Ça n'a pas vraiment eu de succès, à part peut-être ici au Québec, là, où le Ford Lightning, par exemple, a été assez populaire. Mais ce qu'on remarque pour ce qui est de la conception de ces camionnettes, c'est véritablement, je pense, le retour du V8. Ça va être l'élément marquant là, pour les prochaines années. Et ça me fascine de constater que depuis 10-15 ans, les mécaniques n'ont pas évolué. Moi, je me souviens qu'en 2010, Ford avait lancé son premier moteur EcoBoost et on disait « Ah oui, un V6 biturbo là-dedans ». Mais depuis, c'est resté la même chose. Et GM a conservé son V8 de 5,3, 6,2 litres qu'on remplacera là, en cours d'année par des 5,7 et 6,6 litres. Des grosses cylindrées. Ce sont des moteurs qui se ressemblent beaucoup. Mais ce sont des moteurs qui sont là depuis très longtemps.
Le moteur MI, on l'a retiré, on se disait finalement, il est arrivé en fin de vie utile. Non, on le ramène. Puis, il y a certains constructeurs qui se sont lancés, bien sûr, dans des V6 biturbo ou des 6 en ligne biturbo, comme on voit du côté de chez Ram, mais il n'y a pas d'évolution et surtout, il n'y a pas d'amélioration au chapitre de la consommation de carburant. Et est-ce qu'on a atteint un plateau? Parce que même le 4 cylindres chez GM, ça consomme même plus que le petit V6 chez Ford. Tu sais, on a l'impression qu'on est arrivé à un point où on n'est pas capable d'améliorer la formule. Oui, évidemment, on parlait des plus petites cylindrées, des cylindrées turbocompressées. Tout dépendant de l'application, hein, pour les gens qui le conduisent à tous les jours, ça peut faire, mais quand on commence à tracter, ces motorisations-là font peur aux propriétaires pour la fiabilité comparativement aux moteurs V8, même si sur papier, par exemple, je parle des moteurs Hurricane du côté de chez Ram, bon, on a plus de performance, on a plus de toutes de spécifications qui sont plus intéressantes, mais les gens ont tendance à vouloir se tourner vers le MI, qui est moins performant, mais quand même qui signifie un petit peu plus de fiabilité, même si ce n'est pas le symbole de la fiabilité en tant que tel. Bien, le facteur inconnu n'est pas là. C'est ça la différence. Exactement. Le 6 cylindres en ligne Hurricane jusqu'à maintenant a prouvé que c'était quand même une mécanique solide. Il n'y a pas eu trop de problèmes de fiabilité, ce qui est une bonne nouvelle pour Stellantis, et Dieu sait qu'on en a besoin chez Stellantis. Mais effectivement, que de revenir avec des mécaniques plus traditionnelles, c'est une formule qui rassure une partie de la population. En même temps, tu vas me dire que ça fait 15 ans qu'on fait un 6,2 litres chez GM et on n'est pas encore capable de le rendre fiable. Ça s'appelle un problème, là. Ça n'a aucun sens que ce moteur-là, V8 à culbuteur avec une technologie on ne peut plus traditionnelle, ne soit pas encore un tant soit peu fiable. Voyons donc. Les gars, on s'en va à la pause. Au retour, on parle de camionnettes électriques. Comment évaluer la capacité de remorquage d'un véhicule? La capacité de remorquage apparaît dans le manuel du propriétaire ou la portière. Notez qu'elle vous indique le poids total que le véhicule peut supporter. Ça inclut donc ce qu'on remorque, mais aussi les passagers et les bagages. Les gars, en 2022, la camionnette Ford F-150 Lightning débarquait sur le marché. C'était une bonne idée initialement et ça a été populaire au début, mais après ça, le courant n'a pas vraiment passé. Et c'est pour ça qu'on l'a débranché. Voilà. Parce que, évidemment, Ford a cessé la production de ce camion-là. Et c'est un peu dommage parce que je trouve que Ford a tiré la plug un peu trop rapidement sur ce camion-là qui avait de bonnes bases et qui commençait à être fiable. On a eu des problèmes au début, mais jamais comme avec le Mach-E, sauf qu'on a lancé la serviette parce qu'on a décidé d'aller complètement ailleurs. Et ce qui est un peu ironique, c'est que tu as General Motors qui encore vend des camionnettes électriques, tu as Ram qui devait le faire, qui a changé d'idée, qui est supposé arriver avec une camionnette hybride rechargeable. Est-ce que ça va se passer? D'habitude, évidemment, c'est pas le constructeur ou c'est pas Ram qui prend de l'avance sur la compétition, sauf que là, c'est Ford qui tente un peu de vouloir imiter Ram avec la rumeur d'une camionnette hybride rechargeable qui pourrait éventuellement arriver. Évidemment, il y a beaucoup de si, de mais, de peut-être, de points d'interrogation avec tout ce qui se passe sur le plan politique, mais c'est drôle de voir comment les constructeurs ont changé d'idée à plusieurs reprises en l'espace de quelques années seulement, là. Intégrer les caractéristiques des camionnettes que les conducteurs de camionnettes veulent dans un véhicule électrique, ça a été un défi extraordinaire aussi là-dedans. Quand on regarde la F-150 Lightning, c'était une camionnette qui a été électrifiée. Si on regarde le Cybertruck, par exemple, c'est plus un véhicule électrique qui a été transformé en camionnette. Les approches ont été différentes dans tous les constructeurs, mais répondent aux besoins des acheteurs de camionnettes. Par exemple, je parle d'un travailleur qui veut utiliser sa camionnette au jour le jour, ça fonctionne bien, mais qui a besoin le week-end d'aller, par exemple, en skidoo dans le nord et laisser son camion dans le stationnement d'une zone écologique contrôlée pendant 2-3 jours, ça peut diminuer l'autonomie. Donc, la vocation de la camionnette, qui était double, en fait, pour les travailleurs, pour les consommateurs, était très difficile, là. Il y a un autre facteur aussi, je pense, qui a tué, entre guillemets, la camionnette électrique, c'est le remorquage. Parce qu'on a vu, dès qu'on essaie de faire du remorquage avec une camionnette électrique, on sape l'autonomie rapidement. Et l'autre facteur, je pense, qui est
pas négligeable, c'est le fait que les bornes de recharge, souvent, n'étaient pas nécessairement conçues pour une camionnette qui tractait une remorque. Oui, justement. en effet. Donc, lorsque tu allais recharger Ouais. quelque part, c'était difficile. Il fallait que tu détaches ta remorque pour aller stationner ton camion pour le recharger. Donc, c'est autant d'irritants qui font en sorte que, encore une fois, avec une camionnette à essence, tu n'as pas ces problèmes-là. Et dans le 100 électrique, moi, je pense que la formule est intéressante pour de plus petits camions. Ouais. Bon, évidemment, à l'extrême, il y a la camionnette Slate aux États-Unis qui est vraiment, vraiment cool, mais qui ne s'adresse pas nécessairement à la même clientèle. Mais dans une camionnette de taille intermédiaire, où l'utilisation diffère, bien là, ça pourrait être une formule intéressante parce que quand tu as un véhicule aussi gigantesque, encore une fois, qu'un Silverado, un Sierra, bien, les contraintes sont nombreuses, là. En parlant de la camionnette intermédiaire, ce marché-là est en plein essor. Où est-ce qu'on est rendu un peu là, du côté des constructeurs? Au début des années 2010, tu te souviens, tout le monde abandonnait ça ou à peu près. Toyota, Nissan est demeuré, là, mais Mazda est parti, Ford est parti, General Motors est parti, le Dakota est disparu et sur le point de revenir. Mais c'est vraiment GM qui a relancé le marché de la camionnette intermédiaire. Toyota a modernisé son Tacoma. Le Nissan Frontier, peut-être un peu moins au Canada, mais aux États-Unis, connaît beaucoup de succès. Et Ram va relancer la camionnette Dakota, comme je le disais, en parallèle avec le Jeep Gladiator, qui est une autre camionnette à laquelle on ne pense pas nécessairement tout le temps. Mais c'est un marché très intéressant, de plus en plus lucratif, Oui. et où les modèles de base se font de plus en plus rares aussi. Puis aussi une autre avenue qu'on peut développer justement avec ces camions-là, puis dans le cas du Toyota Tacoma, c'est assez frappant, c'est évidemment toutes les capacités hors route, un autre usage pour ce genre de véhicule-là, format plus compact, donc plus apte à s'aventurer en sentier ou ce genre de choses. Et donc, on a vu aussi une évolution avec tellement de variantes de camionnettes, qu'elles soient compactes ou autres, mais vraiment adaptées pour la conduite hors route. Quand on parle des pleines grandeurs, on peut parler de AT4 et ces modèles-là et tout ça. Oui, bien les Raptors, les ZR2 Exact. Bison, là, tout ça. Là, Donc, ça, aussi- c'est une façon, c'est un axe que prend le développement du marché. L'autre élément que je tiens peut-être à souligner, camionnette de beaucoup plus petit format, le Maverick. Le Maverick, ça a obtenu beaucoup de succès, ça, chez Ford. Et ça, je pense pas que personne ne voyait ça venir. Ça a été une surprise pour tout le monde. Exact. Ouais, la camionnette Et donc, compacte, là. Voilà, exactement. Et donc, d'offrir, par exemple, aussi des variantes avec une motorisation hybride là-dedans, d'ajouter aussi le 4 roues motrices en cours de route. Tout ça fait en sorte que c'est devenu un petit camion, mais qui, quand même, qui a trouvé son acheteur. Ben, c'est ça. C'est rien d'impressionnant. Esthétiquement, c'est ordinaire. La finition, c'est pas tout à fait ça, mais ça fait le travail. C'est une mécanique fiable aussi. Et tu vois, il y a Hyundai qui a tenté une aventure dans ce segment-là. Lamentable échec avec le Santa Cruz. Est-ce qu'il y aura d'autres compétiteurs dans un futur rapproché? Vous pouvez en être certain. Mais le Maverick, c'est un véhicule qui se vend bien, qui a une super valeur de revente et qui est fiable. Un élément qui est très important aussi. Les gars, on s'en va à la pause. Au retour, on parle des prochains grands virages chez les constructeurs du côté des camionnettes. Avant de signer pour une garantie prolongée, compare les durées, les options et les couvertures offertes. Chaque plan est différent et choisir le bon peut éviter bien des mauvaises surprises et beaucoup d'argent. Les gars, toutes les grandes marques qui assemblent des camionnettes ont des nouveautés là, dans les prochaines années, dans tous les segments. là. Oui, effectivement. Bon, on a hâte un peu, pas mal, beaucoup de voir la future camionnette Honda Ridgeline qui commence à être sérieusement âgée. Nissan va renouveler son Frontier, évidemment, on le sait, en même temps que le Xterra. General Motors est sur le point de lancer sa prochaine génération de Silverado Sierra et suivra très peu de temps après la nouvelle génération du F-150. Il y aura le Dakota du côté de chez Ram, si on l'appelle comme ça, le Ram Dakota. Ouais. Logiquement, ça devrait être ça. Alors oui, il y aura énormément de nouveautés, des nouvelles motorisations aussi, mais il y aura aussi ce fameux marché de la camionnette d'occasion qui va changer parce que là, l'exportation est rendue difficile en raison des contre-tarifs, là. Oui, ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, ici au Québec, par exemple, il y a beaucoup de concessionnaires qui vont te proposer, par exemple, un pick-up, tu roules avec pendant 1 an ou quelques mois et tout de suite, ils vont te rappeler, suivant un petit peu l'évolution de ton kilométrage pour pouvoir te proposer un nouveau modèle, un modèle neuf,
pour les mêmes mensualités, de façon à pouvoir récupérer ton camion pour le vendre à très grand profit sur le marché de l'usager aux États-Unis. Là, maintenant, ça risque de changer un peu la donne de ce côté-là à cause des fameux tarifs du côté des États-Unis. Donc, tous les concessionnaires qui jouaient un petit peu sur ce tableau-là, de faire rouler, si on veut, l'inventaire et donc de vendre ou d'avoir beaucoup d'unités là, dans la coche vendue là, sur leur tableau, tout ça, ça risque de changer. Ils doivent changer leur stratégie, Exactement. mais évidemment, chez General Motors, c'est un problème parce que la plupart des camionnettes qui sont vendues chez nous sont de fabrication mexicaine. Même chose pour le camion Ram. Aussi drôle que ça puisse paraître, les camions de fabrication canadienne à l'usine d'Oshawa sont tous vendus aux États-Unis. Et il n'y a que Ford, dans le fond, qui continue de fabriquer des F-150 aux États-Unis qui, eux, demeurent exportables. Alors, Ford a l'avantage de ce côté-là. Mais en même temps, on a tellement exporté de camionnettes aux États-Unis qu'au moment où on se parle, il y a une espèce de pénurie sur le marché d'occasion des camionnettes récentes. Alors, ça ne sera pas nécessairement un problème à court, moyen terme. Mais si les choses ne se règlent pas, à long terme, effectivement que ça va être un problème, surtout pour les concessionnaires qui ont joué cette carte-là à 100 % en ne vendant même pas de véhicules d'occasion dans leur propre cours et en exportant la plupart des véhicules aux États-Unis, là. Je veux parler des camionnettes Super Duty, Heavy Duty aussi, là, les 2500, 3500. Ce sont des camionnettes qui étaient encore plus faites pour travailler, mais maintenant, on les équipe de mieux en mieux, avec plus de commodité, plus de technologie et même des équipements en route. Ce segment-là va inévitablement évoluer aussi dans les prochaines années. Il est clair que tout ce que l'on a vu là, dans le créneau des 1500 va s'appliquer dans le cas des 2500. Et de plus en plus, ces véhicules-là vont devenir, encore une fois, des véhicules de luxe à part entière, justement. Très lucratif pour les constructeurs. 130 140 000 $. Ajoutez-en des accessoires, du luxe, des bébelles. Denali Ultimate avec le moteur diesel. Il y a ça chez tous les constructeurs maintenant. Il y a du gros profit à faire là-dedans. Et ce sont des camions qui sont incroyablement robustes et qu'on conçoit de plus en plus pour la vie de tous les jours. Alors évidemment, il faut avoir besoin de ça parce que acheter un camion HD quand tu n'as pas besoin de tirer ou de charger, là, c'est rendu un peu ridicule. Surtout avec le prix de l'essence aujourd'hui. Oui, mais il y a des gens qui le font. Et il y a une valeur de revente tellement élevée pour ces camions-là aussi que ça peut quand même représenter, je ne veux pas dire un investissement, ça serait trompeur de dire ça, mais une dépense moins grande en termes de coût absolu que d'acheter un véhicule de luxe. Parce que la dépréciation va être beaucoup plus faible sur un véhicule comme celui-là qu'effectivement comme un véhicule de luxe de même prix. Pensons à un Range Rover, par exemple, où la dépréciation va être incroyable, alors qu'avec un HD, évidemment, on va conserver un peu plus de valeur de revente. Ça, c'est sûr et certain. En terminant, les gars, j'aimerais parler de nos choix personnels. Si on avait acheté des camionnettes, là, toi, t'en as beaucoup, là, des camionnettes, mais si on avait à choisir un véhicule maintenant, aujourd'hui, en 2026, ça serait quoi? Écoute, j'ai pas d'allégeance. Je n'aime pas le Déjà tour. toutes. Non, mais moi, je me suis acheté un Chevrolet parce que ça convenait à mes besoins et particulièrement parce que j'aime le moteur Duramax diesel 6 cylindres, qui n'est pas un modèle de fiabilité, mais j'adore le rendement de cette mécanique-là. Et pour moi, c'est la petite carte de plus qu'on retrouve dans un Chevrolet. En même temps, il faut que je donne à Ford la robustesse de sa structure, la fiabilité de ses moteurs V6, la super efficacité du 2.7 turbo. Évidemment, ce sont des véhicules dont les sièges sont super confortables. Ram, c'est évidemment le comportement routier qui est à l'avantage parce que tu as une suspension à ressort à l'arrière, tu as une conduite qui est plus engageante. Alors, tu sais, chacun des camions a des avantages, des inconvénients. J'ai pas de véhicule favori et j'adore ça, voir les gens débattre. Tu sais, tu t'en vas écouter une game de hockey, puis il y a 3 gars qui s'obstinent pendant des heures et des heures. Je trouve ça fascinant. C'est humoristique, c'est convivial. C'est pas comme le débat essence ou électrique, où là, ça peut s'envenimer sérieusement. Écoute, ça fait parler beaucoup de gens. Puis tu sais quoi? Ah, c'est des religieux. Il y a des allégeances C'est des religions. religieuses là, dans les Puis tout se vend. marques de camionnettes. Si tu me demandes à moi quel camion je conduirais demain matin, je vais te dire, il y en a un. C'est le Ford F-150 Raptor. Pourquoi?
strictement pour les suspensions. Parce qu'au printemps, j'ai conduit un Bronco Raptor avec le même genre de type de suspension. Les nids de poules n'existent plus. OK? Tu les survoles. Un AT4X, c'est une suspension multimatique, c'est extraordinaire aussi. Donc, puis tu as aussi les ralentisseurs, ce genre de ça. Mais le Ford F-150 Raptor, moi, c'est le pick-up qui me parle. Pour moi, j'habite en ville, une camionnette comme le Ford Maverick, c'est extraordinaire parce que le Ouais, format on sait bien, mais est c'est la petit. seule que tu peux stationner dans ton parking souterrain. C'est un autre argument, merci. Pour la grosseur, bon, la petite caisse, évidemment, c'est pas gros, mais c'est suffisamment pour moi. Et après, si tout le monde me demande de déménager leur stock, bien, je vais juste à leur dire, la caisse est trop petite, je peux pas y aller, donc j'ai pas besoin de me casser le dos. Bon point. Alors, une belle petite camionnette qui est quand même abordable pour qu'est-ce qu'elle offre. La banlieue t'appelle. Et je ne réponds pas. Bon, mais merci les gars. La semaine prochaine, dernier épisode de la saison, on essaye le Audi SQ5.